1929, 7 membres d'une même famille sont retrouvés morts dans leur ferme de Germantown en Caroline du Nord. Les cadavres alignés ne laissent aucune place à la thèse du rôdeur, celui ou celle qui a fait ça connaît la famille. Dans un contexte économique et social très complexe, juste après le krach boursier de 1929, le comté de Stokes, qui compte majoritairement des agriculteurs, pour la plupart en difficulté, ne parle plus que de ce massacre qui laissera des traces des années après avoir eu lieu. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Lawson. Une lumière grise baigne Germantown, Caroline du Nord, en ce matin glacial de décembre 1929. Les collines boisées qui entourent la petite commune semblent figées dans le temps. Quand on grimpe sur l'une de ces collines, on peut voir à perte de vue des champs de tabac. À droite, une petite ferme à l'écart de la ville se détache dans le paysage. À première vue, la demeure des Lawson, nichée entre les champs de tabac et les sentiers terreux, offre un tableau paisible. La cheminée fume doucement et des bruits familiers résonnent. Les rires des petits, James, Mabel et Raymond, qui jouent ensemble dans le salon. Marie et sa mère, Fanny, qui discutent dans la cuisine, en pleine préparation du déjeuner. Et les gazouillis de Marie-Lou, la petite dernière de 4 mois, divertie par la jeune Carrie dans la chambre du haut. Charles, le père de famille, et son fils aîné, Arthur, sont dans les champs et ne rentreront que pour manger un morceau à midi. Malgré l'ambiance décontractée, quelque chose d'indéfinissable flotte dans l'air. Une tension subtile que seule Fanny, la mère de famille, semble remarquer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous l'avez compris, dans la famille Lawson, on est nombreux. 9 personnes exactement, et laissez-moi vous dresser le portrait de cette famille pour que ce soit un peu plus clair pour vous. D'abord, nous avons Charles, Charlie pour les intimes, et sa femme Fanny. Ils ont eu ensemble 7 enfants. D'abord Arthur, né en 1910 et donc âgé de 19 ans, l'aîné de la fratrie. Ensuite Marie, 17 ans, Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans et le bébé de la famille, Marie-Lou, 4 mois. Un 8e enfant, William, né en 1914, est mort d'une maladie en 1920. Mais tout de même, ça en fait des bouches à nourrir pour une famille de simples fermiers. En 1918, les 2 frères du père, Charlie, déménagent dans cette région de Caroline du Nord, et même plus précisément à Germantown. Alors, Charlie prend sa famille avec lui et fait de même. Les Lawson travaillent d'abord comme métayers de tabac, c'est-à-dire que la ferme et les terres ne leur appartenaient pas, mais qu'ils en étaient locataires. Puis, au fur et à mesure des années, Charlie et Fanny économisent assez d'argent pour s'offrir en 1927 leur propre ferme sur Brook Cove Road à Germantown. Ils restent en revanche métayers, dans le sens où ils cultivent les terres qui ne leur appartiennent pas. Donc, ils doivent à chaque fois un pourcentage de la production aux propriétaires. Vous allez voir que cette situation est importante pour la suite des événements. Les Lawson sont ce qu'on pourrait appeler une famille typique de fermiers du sud rural américain. Charlie, le père, travaille dur dans les champs, soutenu par son fils Arthur, l'aîné. Fanny, quant à elle, gère la maison avec une efficacité tranquille, secondée par Marie, l'aînée des filles. Les plus jeunes enfants, en bas âge, apportent eux beaucoup de vie dans ce quotidien tranquille. Malgré l'incertitude de leur situation économique, les Lawson se tiennent debout. Leur vie est rythmée par le labeur incessant et les petites joies simples comme ce Noël 1929 qu'ils s'apprêtent à célébrer tous ensemble. Si je vous en parle dans ce podcast, vous vous en doutez, il ne va pas leur arriver que de jolies choses aux Lawson. Mais pour comprendre cette famille et le drame qui va frapper, il faut d'abord plonger dans le contexte de leur époque. À Germantown, comme dans d'autres petites communautés du Sud, la vie tourne autour de l'agriculture. La culture du tabac notamment, c'est la base de l'économie. Mais cette culture est capricieuse, et ce n'est pas parce qu'on possède des terres qu'on est riche pour autant. Au contraire, pour les métayers comme Charlie Lawson, chaque récolte est un pari risqué.
Les métayers ne possèdent pas leurs terres, donc un mauvais rendement, une chute des prix sur le cours du tabac, et tout peut basculer assez rapidement dans le rouge. À la fin des années 1920, la Grande Dépression commence à ébranler l'économie américaine. Même avant le krach boursier de 1929, les agriculteurs du Sud se débattent déjà avec des dettes et des prix instables. Pour les Lawson, cela signifie des journées interminables de travail, parfois pour un bénéfice dérisoire. Et je vous rappelle qu'ils sont 9 sous le toit de la petite ferme de Brook Cove. Malgré ces années difficiles, Charlie et Fanny parviennent à offrir un foyer stable à leurs enfants. Ils s'investissent dans leur communauté et dans leur foi également, protestante je précise, des piliers essentiels de la vie rurale. Mais sous la surface parfaite de cette famille banale, il y a bien sûr tout un tas de fissures dans lesquelles le mal peut s'engouffrer. Les années 1920 sont souvent décrites comme une période de prospérité et de modernité en Amérique. Les Roaring Twenties, comme on les appelle, littéralement les années 20 rugissantes. Alors oui, les grandes villes comme New York et Chicago s'animent avec le jazz, les fêtes fastueuses et la montée de nouveaux moyens de communication comme la radio. Mais à la campagne, la réalité est, comme bien souvent, très différente. Les industries urbaines se développent à une vitesse fulgurante, mais les agriculteurs restent piégés petit à petit dans un cycle d'endettement et de surproduction. En effet, après la Première Guerre mondiale, les technologies agricoles progressent et permettent d'augmenter la productivité. Mais cette surabondance fait chuter considérablement les prix des récoltes. C'est mathématique et d'une logique économique implacable. Les agriculteurs gagnent de moins en moins pour leur travail, et beaucoup doivent même emprunter pour maintenir leur activité et leur niveau de vie. Dans les zones rurales comme Germantown, les fermes et les familles souffrent souvent en silence de cette nouvelle pauvreté, bien loin de l'euphorie citadine. Puis vient le krach boursier d'octobre 1929, 2 mois avant les faits qui nous amènent aujourd'hui à nous pencher sur cette famille. Ce krach, c'est un événement qui ébranle non seulement Wall Street, mais aussi la vie de millions d'Américains. La Grande Dépression qui suit plonge le pays dans une récession économique sans précédent. Les banques ferment, les épargnes disparaissent et les taux de chômage atteignent des sommets. À la campagne, les petits exploitants agricoles, déjà fragilisés, subissent de plein fouet l'effondrement des prix et des marchés mondiaux. Les familles métayères, comme les Lawson, sont particulièrement vulnérables. Encore une fois, elles ne possèdent pas les terres qu'elles cultivent et doivent remettre une part importante de leur récolte aux propriétaires terriens. Faut-il encore qu'il y ait une récolte, et une bonne, ce qui n'a apparemment pas été le cas en 1929 pour le tabac. Mais quand les prix chutent, leurs revenus deviennent insuffisants pour payer leurs dettes, ou même simplement subvenir à leurs besoins essentiels. Et des besoins, il y en a beaucoup quand on a 7 enfants à nourrir en plus de soi. Pour les Lawson, les conséquences du krach se traduisent par une pression accrue. Charlie travaille sans relâche dans les champs, mais il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. L'endettement croissant, combiné à une fierté exacerbée, crée un environnement de stress constant. La pauvreté, le travail épuisant et le manque de perspective surtout alimentent un sentiment d'échec et parfois même de désespoir. Le rêve américain, celui d'une terre d'abondance et de liberté, semble bien loin pour des familles comme les Lawson. À l'église locale, la voix du prêtre prêchant patience et foi dans les jours meilleurs peine à effacer l'angoisse quotidienne de ne pas avoir assez à manger ou de voir ses enfants grandir dans la misère. Ce climat économique et social constitue la toile de fond du drame des Lawson. La combinaison de facteurs économiques et sociaux extérieurs au foyer, mais aussi des facteurs personnels dont je ne vous ai pas encore parlé. Dans les mois qui précèdent Noël 1929, quelque chose change chez le père de famille, Charlie Lawson. Les voisins, habitués à sa discrétion, remarquent qu'il semble plus renfermé, parfois absent, irritable aussi dans certaines situations.
Certains évoquent des maux de tête chroniques qui le font grimacer de douleur. D'autres parlent de crises de colère, inhabituelles pour cet homme habituellement si réservé. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'éléments à ce sujet dans les archives, mais il semblerait en effet que le fermier se soit blessé à la tête et qu'il y ait pu avoir un traumatisme crânien. Il a apparemment changé pas mal de comportements après cet accident, et vous allez voir que ça jouera par la suite sur l'explication du drame, même si nous n'en savons pas plus. Fanny, de son côté, commence à exprimer des inquiétudes. Elle continue à tenir la maison avec une efficacité sans faille, mais ceux qui la connaissent remarquent qu'elle est plus réservée que d'habitude. Quelques mois avant Noël, elle confie même à une voisine que son mari agit étrangement. Parfois, il disparaît pendant des heures dans les bois. Lorsqu'il revient, il est encore plus taciturne que d'habitude. Il semble préoccupé, mais elle met ça sur le dos de la situation économique tendue et peut-être des fêtes de fin d'année qui approchent, moins sereines que les années précédentes. Sa fille Marie aussi semble prise d'une mélancolie qui ne lui ressemble pas. Mais à l'époque, on creuse très peu les sentiments et Fanny met ça sur le dos de l'adolescence. Après tout, avoir 17 ans et s'occuper de ses nombreux frères et sœurs n'est pas forcément facile tous les jours. Je tiens à rappeler qu'en 1929, dans une société américaine super conservatrice, on n'avait bien sûr pas de discussion sur la santé mentale, et les dynamiques toxiques intrafamiliales n'étaient jamais mises au jour comme elles peuvent l'être un peu plus facilement aujourd'hui. Les problèmes restaient bien souvent enfouis, parfois sur plusieurs générations. À l'époque, l'Église régit beaucoup de choses dans le quotidien, mais aussi surtout dans la tête des gens. Ce qui est sûr, c'est que cette année-ci, la famille Lawson s'est pas mal refermée sur elle-même. C'est en tout cas ce qui est rapporté dans beaucoup de témoignages des voisins, de la famille ou de la famille élargie elle-même, sachant que les frères de Charlie habitent vraiment proches de chez eux et que les enfants voient souvent leurs oncles et leurs tantes. Isolement, dette, pression économique et sociale, tensions intrafamiliales méconnues, blessures de Charlie, contexte mondial complexe et inquiétant, ça commence à faire beaucoup de facteurs potentiellement aggravants pour des gens déjà un peu fragiles. Quelques jours avant de fêter Noël, pourtant, Charlie emmène toute sa famille en ville, à Winston-Salem, et pour une seule raison bien précise, faire du shopping. Compte tenu de tout ce que je vous ai dit précédemment, ça vous paraît fou? Je vous rassure, moi aussi. Et ça étonne aussi tout Germantown qui trouve très étrange d'un coup que cette famille, qu'on dit certes plus aisée que d'autres familles de fermiers alentours, se permette tout de même une telle extravagance. Et quand je dis extravagance, je pèse mes mots, car Charlie décide de payer à sa femme et à ses 7 enfants des tenues toutes neuves. Comme un avant-goût de Noël, ils passent tous les 9 chez le tailleur et se font rhabiller de la tête aux pieds. Des robes fleuries de petites filles pour Carrie et Mabel, chemises, pantalons et vestes pour les petits James et Raymond, et même une belle petite robe blanche pour leur bébé de 4 mois, Marie-Lou. Les parents et les aînés ont eux le droit à des costumes 3 pièces et des belles robes années 20. Bref, la totale. En cette période troublée de la fin 1929, cette décision de Charlie semble complètement improbable et surtout inexplicable vu leur situation financière. Comme s'il avait misé toutes ses billes sur leur apparence, ses derniers sous pour les faire briller comme ils le méritent, leurs économies contre de beaux souvenirs, bientôt gravés à jamais sur papier glacé. Nous sommes quelques jours seulement avant le drame qui va décimer cette famille de l'Est des États-Unis. Ce qui leur est arrivé, je vous le raconterai dans le 2e épisode de cette saison 16 de Crimes oubliés consacré à l'affaire Lawson.